Et coucou! J'ai oublié de te dire bonjour. Bonjour Patrick. T'as bien dormi? Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Oui, mais je vois bien qu'on a impatient ce matin. Impatient pour aller manger de la pâtée, oui. Hein? Mais oui. Je te vois, Houston. Houston. C'est un truc de dingue. Je vais finir par t'inscrire au... Comment on dit? Au drogué de pâté anonyme. Cercle très niche, hein, quand même. J'en avais partout. Et alors cette pâte, est-ce qu'elle a bien levé? Oh oui! Oh, elle a l'air si belle. Cette lumière matinale est un peu agressive. Mais bon, on va faire avec. Je vais m'occuper de mon ail. Je vous ai pas montré ce que je comptais faire du coup. Ça a l'air si bon. Pull-apart bread à l'ail, au fromage et aux fines herbes. C'est dans le livre Les meilleures recettes de pain autour du monde chez Marabout, dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps sur Instagram, qui n'est plus édité. C'est un livre qui est sorti il y a quelques années, mais que vous pouvez trouver normalement d'occasion, parfois à des prix pas du tout abordables. Hein. Non mais il y a des gens qui spéculent sur les livres de cuisine, on peut le dire. Si vous le voyez à 120 € sur eBay, n'y allez pas quoi. Hein. Mais quand j'en ai parlé, je sais que plusieurs abonnés l'ont trouvé à prix pas trop élevé sur Vinted et sur Le Bon Coin. Moi, je ne l'ai pas acheté. J'aurais voulu l'acheter, mais je m'y suis prise quand il n'était plus dispo. Et du coup, c'est mon tofu Claudia qui m'a offert le sien. Donc, ce petit pull-apart bread, je fais une parenthèse quand même. Attendez, j'essaie de vous la retrouver. Comment elle s'appelle? Tresse russe, je crois. Vraiment, cette lumière est très agressive. Ça, là, c'est très grave. Elle est incroyable. C'est comme une grosse babka à la cannelle, hein, en gros. Même si la mienne n'était pas aussi jolie que celle sur la photo, elle était fabuleuse. Vraiment, si vous avez ce livre, il faut absolument faire la tresse russe. Et donc, revenons-en à ce petit pull-apart bread à l'ail, au fromage et aux fines herbes. Vous l'avez vu dans les plans avant, j'ai mis ma pâte, enfin Fernand a fait la pâte hier soir. Je l'ai mise à lever tranquillement au réfrigérateur toute une nuit. C'est un truc que je fais de plus en plus. Au lieu de faire une levée d'une heure, enfin d'une à 2 heures à température ambiante, bien en dehors des courants d'air, etc. Bah, je fais une pousse de nuit qui est plus lente du coup, mais qui a l'avantage de se faire davantage développer les saveurs. Et en plus, je trouve que ça fait pas... ça fait moins... je vais passer toute ma journée en cuisine, quoi. Parce que vous avez toute la partie préparation et pousse la veille. Et le lendemain, vous avez juste à préparer vraiment la garniture s'il y en a. Et la deuxième levée, avant d'attaquer la cuisson. Eux, ils disent 2 gousses d'ail pilées. Mais comme nous, on aime beaucoup l'ail, je vais sûrement en mettre 3. Parce que qui m'en empêche, hein. Bon, elles sont vraiment très très grosses. Donc, peut-être que je vais en mettre que 2. Je vais les mélanger à de l'huile. Et ensuite, je vais juste rouler les boules dedans. Oh, mais ces petits pains à l'ail, là, avec le petit velouté de butternut à la noisette que j'ai fait hier. Pouf,
D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que souvent, ils mettent les accompagnements. Ah bah écoutez, servez ce savoureux pain chaud en encas ou pour accompagner une soupe ou une salade. Et voilà. Il est vraiment très bien ce pressail. J'en avais un autre qui a rendu l'âme et j'ai trouvé celui-là chez Lidl, je crois. Ils ont une marque depuis quelques temps là, je vous en ai déjà parlé parce que j'ai acheté pas mal de trucs, dont les spatules en silicone platinium. Je crois que je vous en ai parlé dans un vlogtober. Bref, et du coup j'ai pris leur pressail et il est vachement bien. Ouais, c'est ça, Ernesto. Il a l'air bien plus robuste que ceux que j'ai pu acheter ces dernières années et qui ont tous fini par rendre l'âme. Faut dire que j'en fais une utilisation intensive, hein. La dame aime beaucoup l'ail, puis je presse aussi du gingembre avec. Donc mettez l'huile et l'ail dans un petit bol et l'huile c'est 2 cuillères à soupe. On mélange. Regardez-moi ça. Ah c'est beau hein. Alors, cette pâte, mais elle est si belle, regardez-moi ça. Alors c'est pas écolo mais moi je la filme toujours au contact quand je fais une poussée nocturne parce que sinon ça la dessèche trop en fait au réfrigérateur. Hop. Elle est énorme. On va faire les choses bien, on va la peser pour pouvoir diviser ça correctement. Là Virginie, mon associée, serait très contente de moi. Je suis en train de mettre un bordel dans la cuisine, je ne vous raconte pas les amis. Donc, pesons ce gros bébé, 1,2 kg, 1,198 plus précisément, mais on va dire 1,2 kg. Allez, hop. Donc 8 pâtons, ça fait 150. Alors, pas du tout. Il manque 30 grammes. On va y arriver, on va y arriver. Je referai les boules après. Parce qu'avec Virginie, j'ai appris à bien bouler. Est-ce que vous avez vu ce vlog qui est sur la chaîne Je peux pas, j'ai puzzle, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque 2. Donc, le boulage, je vous le refais vite fait. On étale. On ramène les bords vers le milieu. On retourne le petit pâton. Un peu fariné par contre. Pour avoir la jointure en dessous quoi. Et là en boule, on pose sa main dessus. Et en fait c'est le pouce et le petit doigt qui vont diriger la boule. Mais sinon votre, comment dire, votre paume reste presque plaquée au-dessus. Pour toujours garder cette forme de boule quoi. Donc c'est une technique qui s'utilise sur toutes les brioches en forme de boule. Hein. Les petites briochettes au sucre, les buns à burger, etc. quoi. Et donc de temps en temps vous regardez, et il faut que ce soit bien fermé en dessous. Ah, vous voyez, c'est pas encore fermé, il y a un petit trou là. Voilà, là c'est bien. J'en fais une avec vous, j'étale. Je ramène les bords au milieu. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Je retourne le petit pâton et je boule. Et c'est pas encore tout à fait fermé là. Donc je continue un petit peu. Si vraiment il y a toujours un trou que vous n'arrivez pas à vraiment former une belle boule, c'est peut-être parce que votre plan de travail est trop fariné. Il faut trouver la juste dose entre trop de farine et pas assez de farine. Voilà. Ah, ça c'est bien refermé, vous voyez. Regardez-moi ces beaux petits pâtons. Bon. On est d'accord, il en manque un. Parce qu'en fait, je pense que dans le moule qu'ils ont utilisé, c'est aligné tout en longueur. Mais moi, je ne pouvais pas en mettre un 4e ici. Vous voyez.
Donc bon, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il en manque un. Mais normalement c'est bien boulé, donc ça devrait quand même bien se tenir. Parce que le risque, si votre boule n'est pas bien formée et que ce n'est pas bien refermé en dessous, comme je vous ai montré tout de suite, c'est que ça s'étale hein, au lieu de monter, parce que l'air va s'échapper. Mais là normalement, je touche du bois, mes boules sont bien formées, donc ça devrait le faire. Je vais donc ajouter entre les boules du gruyère. Là j'ai celui-là, est-ce que vous le voyez? Oui. Le râpé végétal saveur mozza de Nurich que j'ai jamais goûté. Donc écoutez, on va voir ça. Alors, il faut que j'en mette entre et au-dessus. Je pense que ça va pas du tout être bon. C'est faux. Non, mais je pense que là, on va être pas mal. Hein. En termes de fromage, on va s'arrêter là. Je vais rajouter des petites herbes. Normalement, je devais les mélanger au râpé, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je vais en ajouter au-dessus. Je vais mettre de l'ail des ours. Non, vraiment, ça va pas être bon. Ah, j'ai hâte de goûter. De la ciboulette, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'ils disent, eux? Normalement, persil et romarin. Mais bon, j'ai l'habitude de pas trop suivre les recettes, donc... Non, mais ail des ours ciboulette, je pense que c'est pas mal. Je recouvre d'un torchon. Ça va tranquillement lever pendant 30 à 45 minutes. Et ensuite, il ne restera plus qu'à enfourner. Est-ce que vous voyez comment ça a bien gonflé? Bon, il reste qu'une minute de cuisson. Et je pense que je vais rajouter un peu. Ah, c'est beau, hein. Et allez. Oh là 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 là. Ah non, mais je vous raconte même pas l'odeur, là. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Obligée de faire un crash test en direct. Non, mais je vous remontre le plat parce que vraiment... Donc, est-ce que je peux en prendre un? Oh là 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 là. Bon, ça fume encore. On va essayer de ne pas se brûler. Non mais vraiment. Oh. C'est très grave. Non, c'est vraiment pas bon. Hein. Je ne sais que vous dire. C'est incroyable. Non mais attendez, je vous fais même un zoom parce que regardez-moi le moelleux du dedans. C'est très grave. Hein. Bon, je vais arrêter là par contre parce que je suis en train littéralement de le dégommer. Hein. Donc je vais attendre de manger ma petite soupe et je le finirai avec.
eh bien ce fut de courte durée. Il ne neige plus. On a juste eu quelques petits flocons ce matin. Bon, ça n'a pas du tout tenu, mais c'était quand même très agréable et un petit peu magique d'avoir de la neige en ce dimanche matin. J'étais en train de me préparer, enfin je me suis même préparé un petit rooibos de Noël qui est ici, prêt à m'accompagner cet après-midi. Et je me suis dit que je ne vous avais pas montré mes thés et infusions de saison, en l'occurrence de Noël. Quand je vous ai fait le mug tour, ça me gratte le bout du nez, dans le dernier vlog, donc bah faisons ça maintenant. Je vous montre le mug du jour. Magnifique. Vous savez d'où il vient si vous avez regardé le dernier vlog. Je ne suis pas complètement remise. Comme vous pouvez le voir, je traîne ce truc, j'ai l'impression de ne pas m'en sortir. Bref. Tout est dans cette petite boîte. Faisons ça de manière organisée. Commençons par les thés noirs. Lui, je vous l'ai montré dans le dernier vlog. L'orangette de la marque L'Autre Thé. Grosse découverte grâce à l'une d'entre vous qui m'a fait parvenir quelques références de cette marque que je ne connaissais pas. Et celui-ci est vraiment très très bon. Et là c'est le rooibos de Noël que je vais goûter. Donc on va voir. Autre thé noir, moi vous le savez je suis globalement team thé noir. Le thé de lavande de Christine Dattner que l'une d'entre vous m'a envoyé encore une fois. Merci beaucoup ma petite Marie, je sais que tu regarderas ce vlog. Et donc c'est un thé avec de l'orange douce, de la mauve, des baies de goji et de l'amande. Bon, et puis vous ne le verrez pas d'ici, mais il y a des petits sapins verts. Incroyable. Ensuite, le thé de Noël de la marque Compagnie Co, qui est visiblement le thé préféré de beaucoup de personnes ici, puisque quand je vous en ai parlé sur Instagram, vous avez été énormément, vraiment, à m'en dire du bien et à me dire que c'était votre thé de Noël préféré, et ce depuis plusieurs années. Moi j'ai eu la chance de recevoir un petit trio en fait de la part de la marque avec le calendrier de l'Avent, et c'est vrai qu'il est vraiment vraiment très très sympa. J'ai même hésité à acheter la grosse boîte puisque ça c'est une mini boîte de... Il y a combien de grammes là-dedans? 30 grammes, 50 grammes, je ne sais pas. 30 grammes c'est ça. Mais j'ai quand même beaucoup de thé, de rooibos, d'infusions, etc. Donc je me suis réfrénée. Et je pense que j'attendrai l'année prochaine pour prendre le maman format. Du côté des oolongs maintenant, j'ai laissé le marron chaud, toujours de Compagnie Co, dans ma petite sélection saisonnière. Parce que vraiment je l'aime trop. C'est un thé que j'ai découvert à l'automne dernier. Et vraiment je le trouve exceptionnel. Et ben du coup je l'ai gardé dans ma petite boîte de thé de Noël qui est plus accessible que mon rangement général de thé. Non, parce que je n'ai pas que ça. Non mais tout va bien. Deuxième oolong de la marque Coffea cette fois, que j'ai découvert l'an dernier et que j'ai racheté cette année parce que vraiment il est très très bon. Alors l'an dernier c'était le oolong de Noël tout simplement, et cette année la marque a renommé beaucoup de références, notamment dans leurs références de Noël, ce qui fait que Séverine et moi-même pensions que il ne se faisait plus, hein. On avait notamment fait 2 belles découvertes l'an dernier et nous n'étions que tristesse et désolation parce qu'on pensait que ces références étaient arrêtées. Et en fait pas du tout, ils ont juste changé les noms. Donc le oolong de Noël est devenu Sur un air d'opéra. Et c'est un oolong avec des morceaux de pommes, des écorces d'orange, des morceaux de gingembre, de la cardamome, des arômes, de la cannelle, des amandes grillées et des morceaux d'orange. Il est exceptionnel, vraiment c'est mon oolong de Noël préféré. Pour finir avec les thés à proprement parler, l'une d'entre vous, Mérina, je te fais un gros bisou, je pense que tu passeras sur ce vlog, m'a envoyé ce thé blanc qui s'appelle Noël en blanc, aux notes fruitées et épicées, qui a l'air incroyable. Je ne l'ai pas encore goûté, je ne sais pas quelle est la marque parce qu'il n'y a rien de noté, mais en général les thés blancs c'est très très bon. Moi j'en achète peu et j'en bois peu, non pas que je n'aime pas ça, bien au contraire, mais simplement parce que ce sont des thés plus précieux, plus fragiles et plus chers. Donc c'est vrai que j'en consomme assez peu à la maison, mais celui-ci a l'air incroyable. Je pense que je le goûterai demain matin, tiens.
Nous arrivons aux infusions et rooibos, et donc goûtons ce petit rooibos de Noël de la marque L'Autre Thé. Ah, il est vraiment, vraiment très très bon. Ah, il est hyper aromatique comme j'aime, on sent vraiment bien l'orange. Épicé juste comme il faut. Ouais, il est vraiment, vraiment très très bon. Il ressemble à ça. Rooibos aux arômes naturels d'épices et d'orange, agrémenté de morceaux de pommes, écorce d'orange, bâton de cannelle, clou de girofle, pétales de rose et cardamome. Incroyable. Vraiment, il est très très bon. Et donc, je vous l'ai mis dans la barre d'infos du dernier vlog, puisque je suis allée chercher le lien de l'orangette pour vous mettre le lien direct. Et donc, je n'étais pas encore allée sur le site de L'Autre Thé. Grosse erreur. Grosse erreur, je n'aurais pas dû faire ça. Parce qu'évidemment, il y a plein de références qui m'ont tenté, notamment dans leur thé de Noël. Je n'ai pas craqué parce que, vous le voyez, hein, j'ai de quoi faire. Hein. Je suis équipée, comme on dit. Mais je pense que quand mon stock commencera à descendre, l'année prochaine, je ferai une petite commande chez cette marque parce qu'il y a beaucoup de références qui m'ont tenté. Et clairement là, l'orangette est validée, le rooibos de Noël est validé, donc je pense qu'il y a peu de chances que je sois déçue. Deuxième rooibos, Hiver Austral chez Compagnie Co qui faisait partie du petit trio que j'avais reçu de la part de la marque, qui est très très sympa, très très bon aussi, qui est complètement différent hein, du rooibos de Noël. Là on est vraiment plus sur les fruits, que je ne vous dise pas de bêtises. Ah bah c'est très court, rooibos, arôme, fleurs et papaye. Le fruit bien entendu, il n'y a pas de poil de papaye dans ce rooibos. Ouais, il est vraiment beaucoup plus porté sur les fruits, moins sur les épices et le côté orange quoi de Noël. Et alors là, bon bah ça clairement c'est mon infusion de Noël préférée. Je l'ai découverte l'année dernière chez Coffea. Elle s'appelait... Enfin, il s'appelait Honeybush de Noël, je crois. Et donc cette année, il a été renommé Retour des pistes. Il faut que vous goûtiez ça. Si vous ne deviez goûter qu'un seul des thés, des infusions là que je vous présente, vraiment c'est celle-ci. Elle est incroyable. Dedans on a du Honeybush vert, donc comme du rooibos en fait, hein, c'est une plante qui ne contient pas de théine. Des morceaux d'orange, des morceaux de cacao, de la cannelle, des morceaux de gingembre, un peu d'arôme, de la verveine, de la cardamome, des clous de girofle, du poivre rose, des feuilles de rose et des morceaux de vanille. Cette infusion est incroyable. Vraiment. Donc évidemment bah, je l'ai racheté hein, cette année. J'ai été assez raisonnable, j'ai pris un format de 150 grammes. Séverine elle a pris direct le gros paquet de 300 grammes. Non mais qui nous en empêche? Même au travers du paquet. C'est une merveille. Parce que ça c'est mon nouveau que je n'ai pas encore entamé. Il me reste un tout petit fond de l'année dernière. Et vous voyez il s'appelait Infusion Honeybush de Noël. Mais au niveau de la compo c'est strictement la même chose. Hein. Note mielée d'épices et d'agrumes. C'est totalement ça. Très bien décrit. Si vous n'avez pas envie d'avoir 36 000 rooibos et infusions de Noël, optez pour celle-ci. Elle est parfaite. Ce rooibos de Noël est vraiment incroyable. Il me fait beaucoup penser à celui de la marque La Route des Comptoirs. Si jamais ça vous parle. Que je buvais beaucoup il y a quelques années. C'est vrai que j'ai un peu laissé cette marque de côté. Non pas que je n'aime plus les références qu'ils proposent. Mais il y en a tellement des marques de thé, d'infusion, que j'aime bien de temps en temps aller voir ailleurs. Hein. Oh, et j'allais l'oublier. Dernier rooibos que j'ai mis dans ma sélection saisonnière et qui restera je pense un certain temps puisqu'il n'est pas vraiment typé Noël, c'est le Nuit d'hiver de Christine Datner que ma petite Marie encore une fois m'a fait parvenir. C'est donc un rooibos avec de la pomme, de l'amande, de la pistache, de la vanille et de la cannelle. Là on est aussi sur un certain niveau de gravité hein, quand même, il faut le savoir.
Je l'ai déjà bu quelques fois, il est exceptionnel, vraiment. Pas forcément typé Noël, comme je viens de le dire, pardon, mais c'est l'un des meilleurs rooibos que j'ai bu, je pense, jusqu'ici. Et ça fait quand même un bail que je bois du thé, du rooibos, etc. Voilà pour ma sélection de thé, d'infusion, de rooibos, tout ça de saison. Sur ce, je vais me remettre à ma broderie. Sur quel plan je vous ai laissé hier soir? Parce que la batterie a coupé. Du coup, moi j'ai continué mon ouvrage sans filmer parce que j'avoue j'avais la flemme d'aller chercher une autre batterie à l'étage. Donc je ne sais plus à quel moment ça a coupé. Je vous montre où j'en suis. Nous partons donc sur une housse de coussin, comme pendant les Vlogtober, puisque j'en avais commencé une de Noël l'année dernière et je ne l'avais pas finie. Donc avant de me lancer dans un autre ouvrage, je me suis dit non, Julie, n'abuse pas, tu finis ta housse de coussin de Noël. Et donc voilà où j'en suis. Je vous ferai un petit zoom après, parce que là vous ne verrez pas grand chose je pense. J'ai dit à l'une d'entre vous que j'avais un peu inventé le motif, mais pas du tout. J'ai raconté des bêtises. Ben, je ne me souvenais plus vu que je l'ai commencé l'année dernière. En fait je me suis inspirée d'une petite création qui était dans le Simply Vintage, sorti à l'hiver 2021. C'est un magazine que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a 2 ans à peu près. Je ne l'achète pas systématiquement, il y en a 4 par an, 1 par saison. Mais parfois il y a des choses tellement jolies. J'ai acheté celui d'automne je crois, cette année. J'ai pas encore vu celui de l'hiver. Je sais pas s'il est déjà sorti. Mais il y en a d'autres qui me tentent sur le site. Parce que vous pouvez commander les précédentes éditions. Et donc, c'est dans celui-là, il faut que je vous retrouve la page, voilà, que j'avais vu ce petit projet qui m'avait donné envie. Bon là en l'occurrence c'est une petite broderie qui est encadrée après, mais ça m'avait donné envie d'en faire une housse de coussin. Donc je m'étais un peu inspirée. Je crois que j'avais pas du tout décalqué parce qu'il n'y a rien de compliqué, hein. C'est juste une petite branche avec 3 boules qui pendent. Donc j'avais fait ça un peu à main levée. Je vais enlever ça parce que j'ai peur que ça tombe en manipulant la housse. Est-ce que vous connaissez ça? C'est mon associée Virginie qui m'a offert cette petite chose à mon anniversaire et je ne connaissais pas. J'ai pris ça pour un pins. On a bien ri quand j'ai ouvert le colis. Et en fait, c'est un doublement quelque part. Vous avez une partie, attendez, je vous le montre tout seul pour que vous compreniez le système. Vous avez deux petites parties qui sont aimantées, hein, donc qui restent accrochées l'une à l'autre. Ça, la petite pastille, vous la mettez sous votre ouvrage, ça au-dessus, et du coup c'est aimanté à la surface. Donc, une fois que vous avez cette petite chose qui ne bouge pas hein, normalement, là je vais l'enlever parce que bon, je vais pas mal manipuler, et ben vous pouvez mettre votre aiguille dessus. Magie. Non, en vrai c'est très pratique parce que combien de fois j'ai perdu une aiguille pendant quelques minutes. Et c'est un peu la panique à bord parce qu'en plus généralement là je suis à table, mais la plupart du temps je brode souvent sur le canapé tranquille quoi. Donc je me dis mon Dieu, si un lapin ou papaye passe par ici et se blesse, enfin c'est un peu ma hantise, je vous le cache pas. Et donc là, là c'est parfait parce que l'aiguille reste bien sur ce petit, sur cette petite chose. Comment ça s'appelle? Un porte-aiguille, je pense. Très pratique. Bref, si comme moi vous ne connaissiez pas, c'est fantastique. Et donc cette housse, je vous montre de plus près. J'ai donc brodé la petite branche et pour les boules, j'ai fait une sorte de patchwork, si on peut dire. J'ai découpé de la feutrine pour la blanche et la verte que j'ai cousue hein, à la main autour. Et pour la rouge du milieu, c'est une petite salopette pour enfants que j'ai trouvée en ressourcerie qui était pas mal abîmée. Et je me suis dit non mais ce beau rouge de Noël en velours, moi je suis sûre qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Et donc je m'en sers voilà, pour des petites créations textiles on va dire. Et je le trouve fort joli.
Dessus j'ai fait des petits points de nœuds. J'aime beaucoup ce petit point effet bouclette comme ça, je trouve ça trop chouette. J'ai fait une petite broderie en bas aussi au niveau de la pointe avec du fil doré. Et voilà. Et j'en suis là. Et là je me disais, attendez j'ai encore perdu la page, que j'allais faire comme sur cette boule là. Vous voyez, des croisillons comme ça sur la boule blanche. Je me focus vraiment sur ce petit trio de boules au milieu parce que au niveau de la taie en elle-même, j'aimerais bien faire une bande en haut et en bas en tissu. J'ai trouvé un tissu tartan rouge avec du petit fil en lurex doré, enfin bref, il est absolument fantastique et du coup j'aimerais coudre une bande en haut et en bas, enfin 2 bandes du coup. Donc je ne charge pas la housse autrement, au niveau broderie j'entends. Je fais juste ce petit trio de boules au milieu et après je m'occuperai de la couture hein, des 2 bandes. Alors le fil, c'est encore un peu le boxon là-dedans. En fait j'ai acheté une boîte. Que ce soit tout bien rangé avec des oh j'ai oublié ce nom, bref des petits enrouleurs comme ça en carton, mais ça prend un temps fou. J'ai commencé à le faire, trop long, donc pour le moment j'ai abdiqué. Il faudrait que j'en fasse un petit peu en fait tous les soirs, genre devant notre film du soir. Mais ouais, non, c'est long. Et puis moi, bon, bah, vous le voyez, j'ai quand même beaucoup d'échevettes, quoi. Quel verre on va prendre? Oh là là, j'en ai des beaux, là. J'hésite. Je ne sais pas, parce que j'avais vraiment envie de mettre un fil doré. Avec. Ça, c'est du fil de Sostrengren, je crois. Ouais, c'est ça. C'est l'une d'entre vous. Mimi, je te fais un gros bisou si tu passes sur ce vlog, qui m'avait offert à mes 30 ans, à mon anniversaire, un petit kit avec plusieurs fils métallisés comme ça, qui sont incroyables. Et donc j'aime beaucoup le doré. Et donc je voulais faire 2 brins verts et un doré. Du coup, j'ai mixé un fil rouge et 2 fils verts et j'adore. Oh, je trouve que c'est trop joli. Maintenant, je vais faire des petits croisillons aux jointures pour que ça ne bouge plus. Et là, je pense que je vais mettre du doré. Je suis ultra fan du résultat. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai vraiment bien fait de choisir le combo vert et rouge pour les lignes. Et avec le petit croisillon doré là. Oh, j'adore. Ah, c'est si joli. La question maintenant c'est que fais-je sur la boule verte? Parce que j'ai pas envie de la laisser comme ça. Et
sur le petit modèle là, ils font des petits points dorés, tout simple, et des perles. Mais moi j'ai pas de perles dorées. Enfin j'en ai, mais je les trouve pas... La dame est équipée. Mais je les trouve pas... je sais pas très appropriées pour de la broderie quoi. Elles sont trop grosses. Donc ça ne va pas aller. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ne partirai pas sur des petites étoiles toutes simples en mixant fil rouge et fil doré? Ça pourrait être pas mal, non? Je suis désolée si vous entendez le poêle, j'ai augmenté la ventilation. Donc je vais faire 3 étoiles, je pense. J'ai mixé 3 fils, 2 rouges et 1 doré. Et je vais faire des petites étoiles vraiment très simples, hein. Une petite, une grande et une moyenne. Ça me semble bien. Et ben voilà, écoutez, c'est pas mal. Je ne suis pas peu fière de moi, hein. Pour une brodeuse amatrice, je trouve que c'est ma foi plutôt joli, hein. Bon là c'est très sombre parce que ça y est, la nuit est presque tombée. Donc nous sommes sous lumière pardon, artificielle. Mais franchement, c'est très joli. Donc il me reste, comme dit, 2 bandes de tissu. Une en bas et une en haut de la housse de coussin à coudre. Et ce petit projet sera fini. Ce soir c'est velouté de butternut, il me reste une belle moitié. Je vais lancer ça avant d'aller me doucher et me mettre en pyjama. Et j'étais en train de feuilleter ce livre merveilleux dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Mais je répète au cas où, hein, pour les personnes au fond de la classe, des soupes qui nous font du bien. C'est la Bible des soupes et des veloutés en tout genre. Vraiment, si vous êtes team soupe, ce que j'espère parce que la soupe c'est la vie, il vous faut absolument ce livre. Moi je l'ai depuis quelques années maintenant, d'ailleurs c'est la première édition. Il y a une nouvelle édition avec une couverture rigide, il me semble, enrichie, donc avec des recettes supplémentaires. Pour vous refaire très rapidement le topo, c'est un livre qui est dans sa première partie classé par ordre alphabétique. Donc par exemple, je sais pas, vous avez de la patate douce qui traîne, vous vous dites tiens je ferais bien un velouté, mais vous en avez soupé du velouté classique, patate douce, lait de coco, curry, vous en avez soupé de la soupe, non je sais elle était facile. Eh bien vous allez à la page de la patate douce et vous avez plein d'autres idées recettes pour faire de la soupe avec de la patate douce. Velouté de patate douce, orange et cumin. À quel moment on pense à cette association sans avoir ce livre, hein? Moi je me réveille pas un matin en me disant tiens ce soir je vais faire un velouté avec de la patate douce, de l'orange et du cumin. Non, crème de patate douce confite au miel et au gingembre. Velouté de carottes et patates douces à la chicorée. Et donc ce soir c'est butternut et ça fait un moment. Attendez, c'est pas AB, c'est AC. C'est courge butternut. Il y en a beaucoup hein, pour la butternut. Il y a plein de belles idées. Donc oui, ça fait un moment que je veux tester le velouté de butternut, cacahuètes et cardamome. Je vais pas tout à fait suivre la recette parce que il faut d'abord
faire rôtir la butternut au four, etc. Et moi j'avoue j'ai la flemme, j'ai pas forcément envie d'allumer mon four juste pour une moitié de butternut en plus. Donc je vais un petit peu modifier la préparation de la recette, mais je vais essayer ce combo butternut, cacahuète, cardamome. En plus j'ai des graines de cardamome, enfin des gousses, donc j'imagine que ça va être encore meilleur par rapport à de la cardamome en poudre, j'entends. Donc je pense que je vais tester ça. Le velouté de butternut rôti au sirop d'érable, c'est indécent. Et ça j'ai envie de tester aussi cette année. Je m'étais déjà fait la réflexion l'an dernier. Velouté de butternut à la clémentine. Lui il est incroyable aussi. Crème de butternut au sarrasin. Bah de toute façon la butternut avec le petit côté grillé, presque noisette comme ça du sarrasin, forcément ça match. Hein. Bref. Si vous aimez les veloutés mais que vous manquez parfois un peu d'idées hein, d'association et que vous avez l'impression de toujours faire la même soupe, c'est ça qu'il vous faut. Alors moi je vous l'ai déjà dit je crois, je n'épluche pas hein, les courges. Quand je fais de la soupe j'entends, je les épépine juste avec une cuillère. Mais sinon je m'embête pas à l'éplucher, hein. Vraiment ça sert à rien, c'est mixé donc... Même si c'est pas bio d'ailleurs, les courges butternut, potiron, potimarron, etc. Ça fait partie des légumes qui sont assez peu traités on va dire, parce que ça pousse tout seul quoi. Vous mettez un plant sur un tas de fumier, limite le truc il va prendre racine et il va vous donner des légumes quoi. Est-ce qu'on ne serait pas sur des petits gourmands là, qui ont entendu le bruit du couteau? Mais vous n'aimez pas la butternut, je le sais, ça sert à rien que je vous donne 2 morceaux, ça va rester au sol. Dans le livre ils disent 6 gousses, mais c'est pour une butternut entière, là j'ai une demi. Donc je vais récupérer les petites graines de 3 gousses, je pense que ça va déjà être pas mal. Non mais la cardamome, je pense que c'est soit on adore soit on déteste. Un peu comme la cannelle ou la coriandre. Moi j'adore. Est-ce que vous avez déjà vu l'intérieur d'une gousse de cardamome? Bah je vous montre. Voilà ce que ça donne quand vous ouvrez la gousse. Il y a des petites graines. Et c'est ça qui nous intéresse. Ah, elles ont sauté! Donc moi comme dit, je ne vais pas respecter les étapes de la recette. Donc je vais les mettre directement... dans le bol d'Hector avec le bouillon, tout ça. J'imagine que ça aura moins de profondeur quelque part au niveau des saveurs, mais bon, ça me donnera quand même un ordre d'idée, je pense, de l'association en question, hein, à savoir butternut, cacahuète, cardamome. Je mets ça dans le bol d'Hector, du bouillon de légumes. Vous n'êtes pas au courant ici des péripéties avec Hector. Je passe les détails, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai bien entubé KitchenAid. Hein. Et finalement, c'est un retour de bâton justifié. Hein. Après ces 2 mois sans Hector, parce que je rappelle quand même que tout ça, à la base, finalement, c'est de leur faute, quelque part. C'est eux qui ont cassé le moteur. Hein. Bref, ils m'ont envoyé des bons d'achat pour que je l'achète par moi-même sur la boutique. 3 jours avant le Black Friday. Et pendant le Black Friday, j'ai trouvé exactement le même coupe processor, donc la version 1, avec les boutons, tout ça dans la même couleur que celui que j'avais, à moins 50%. Et donc les bons d'achat, évidemment, ne tenaient pas compte de la future réduction pendant le Black Friday. Donc autant vous dire que j'ai fait un braquage. J'ai pris le coupe processor, bien entendu. J'ai pris, je vous ai montré tout ça sur Instagram, le trio de machine à pâte qui va sur Fernand. J'ai pris le bol qui va également sur Fernand pour faire du pain et le cuire directement en même temps en retournant le bol, etc. Je vous le montrerai sûrement en vidéo quand je l'utiliserai. Je ne l'ai pas encore testé. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Un batteur plat différent de celui que j'ai déjà. Et le set supplémentaire de cylindres qui va avec la râpe, toujours pour Fernand, qui est sûrement mon accessoire préféré, enfin en tout cas celui que j'utilise le plus. Bah écoutez, c'est le karma finalement.
Et donc ce petit velouté, nous allons mettre ça sur ce programme. 45 minutes, ça me semble bien. On zébardit. Est-ce que pour vous aussi c'est le meilleur moment de la journée quand vous enfilez votre pyjama ou votre tenue de maison douillette? Parce que moi c'est ce que je préfère. Je vous en ai parlé sur Instagram. Ce peignoir tartan est fourré. Enfin peignoir. Peignoir, robe de chambre, hein. Non mais on a vu qu'il y avait des bas. Il est fourré comme un plaid. C'est fantastique. Voyons ce velouté. Est-ce que c'est cuit déjà? Je vais peut-être le remettre 5-10 minutes. Je sens qu'il y a un petit peu de résistance. Pendant les dernières minutes de cuisson, je vais un peu ranger mon bazar parce que, comment dire, je me suis un petit peu étalée. Hein, bon. Je vais mettre de côté cette housse de coussin parce que je pense que je ne ferai pas les bordures maintenant, enfin pas cette semaine en tout cas, parce qu'il faut que je sorte ma machine à coudre, etc. Et je vais lancer un autre petit projet broderie. Bon, peut-être pas ce soir, mais sûrement dans les jours à venir. J'ai envie de faire une chaussette. J'ai commencé à dessiner des petites choses à main levée. Bon, je pense que je ferai d'autres décors. Je vais le faire un peu au feeling. Mais ça me dit bien. J'ai envie de broder une chaussette. Donc, partons là-dessus. Je vais un petit peu m'inspirer de celle-ci, même si je pense que je ferai pas le nœud. Je vous l'avais montré, j'avais trouvé ce livre de transfert de Noël sur Vinted pour un prix franchement dérisoire. Et il y en a plein, vous voyez. 219 modèles à broder, coudre, coller, peindre, etc. Et ce ne sont que des transferts de Noël. C'est absolument incroyable. Non mais... non mais c'est fantastique. J'aime trop. Non mais ces petites souris là. Merveilleux. Toute cette pile de livres, ce sont quasi exclusivement des livres de broderie autour de Noël. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas vraiment... enfin spécifiquement dédiés à Noël, on va dire. Mais dedans, il y a des motifs qui sont chouettes pour Noël. Donc, je les ai mis dans cette pile. Je ne vais pas vous faire un tour complet, mais il faut que je vous montre absolument l'un de mes préférés. Je ne sais pas si on peut faire plus kitsch comme livre de broderie de Noël. Il s'appelle The Big Book of Christmas Quickies. Je l'ai trouvé sur Vinted l'an dernier. D'une manière générale, j'achète assez peu de livres de broderie neufs parce qu'il y en a tellement d'occasions et parfois à prix hyper accessible que je ne vois pas vraiment l'intérêt de les acheter neufs, à part quand c'est une créatrice que j'ai envie de soutenir, dont j'ai envie de soutenir le travail. Dans ces cas-là, j'achète le livre neuf, mais sinon, voilà, il y en a plein sur Vinted, plein sur Le Bon Coin, plein chez Emmaüs, aux ventes annuelles, donc qui sont au printemps et à l'automne. Il y a toujours un super corner broderie, couture, etc. avec des énormes bacs remplis de livres en tout genre à des prix hyper intéressants. Et donc bref, j'avais trouvé celui-ci sur Vinted ou sur Le Bon Coin, je ne sais plus, l'année dernière. C'est un livre américain à la base avec plus de 250 projets autour de Noël. Mais alors, c'est d'un kitsch. Mais c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est principalement du point de croix. Je crois pas qu'il y ait de broderie libre. Ouais, non, c'est que du point de croix. Mais alors vraiment... non mais rien que la couverture, franchement ça donne le ton. Vous savez où vous mettez les pieds. Regardez ça, des petites décorations à faire au point de croix. Non mais... la petite souris qui sort de son cadeau. Regardez-la, c'est incroyable. Comme pour tous les livres de broderie, vous avez dans un premier temps le projet, hein, la création, et à suivre ou à la fin, ça dépend comment est structuré le livre, vous avez la grille si c'est du point de croix, ou le motif à décalquer si c'est de la broderie libre. Vous voyez, la petite souris là qui sort de son cadeau, elle est là. Je viens de tomber sur une photo parce que c'est un
C'est un vieux truc, hein. Je pense que c'est un truc des années 90. Attendez, faut que je retrouve la date. Ah non, même pas, 2002. Bon, ça a quand même 20 ans. Cette dame n'a-t-elle pas l'air si heureuse avec son pull brodé? Ah, c'est tellement kitsch. J'aime trop. Ah, ça c'est très joli par contre, hein. Sur une chemise. Regardez. Très très joli. J'ai pas encore passé le cap de broder des vêtements. Je vous dis ça mais je réfléchis. Si, j'ai fait, mais pas pour moi, pour offrir. Mais je pense que je finirai par le faire. Parce que rien que des petits motifs brodés sur des chaussettes blanches, un truc tout simple, genre un petit cœur, un truc, je trouve ça tellement joli. Je l'ai fait pour offrir, mais pas pour moi. Oh, et ça sur une housse de coussin. Par exemple. Regardez. Ils sont pas trop mignons. Voilà, autant vous dire que je ne manque pas d'idées, d'inspiration et de ressources pour savoir quoi broder, hein. Ce qui me manque en revanche, c'est un livre complet avec les points. Vraiment le truc de base, vous voyez, sans projet créatif. Le livre avec une liste de points et comment les réaliser. J'en avais un dans mes produits mis de côté sur Vinted. J'avais fait une proposition qui a été refusée. Le prix a un peu baissé, mais je me suis dit non mais j'attends encore un peu, elle va finir par me refaire ma proposition au prix, et en fait il est vendu. Tant pis, hein, c'est qu'il n'était pas pour moi, c'est ce que je me dis dans ces cas-là. Et puis je l'avais déjà vu en fait sur Vinted, ce livre, donc je pense qu'il finira par revenir. Mais ouais, c'est une sorte de bible avec je sais pas, genre 200 points de broderie par exemple. Des points de base et puis des points un petit peu plus compliqués qu'on voit plus rarement, tout ça. Si vous avez des références d'ailleurs, des conseils, dites-moi ça, je suis preneuse.